Professeur Chandan Tomné, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes diplômé de droit international et de sciences politiques, spécialiste des affaires internationales, spécialiste de l'arbitrage des contentieux d'investissement, conseiller de plusieurs organisations internationales, membre de plusieurs sociétés savantes, promoteur de plusieurs organisations humanitaires, membre de plusieurs conseils d'administration universitaires, auteur de nombreux ouvrages spécialisés, de romans. D'ailleurs, une petite parenthèse, vous avez été co-auteur d'un livre, Comprendre le drame rwandais, avec Monsieur Justin Mugenzi en 95, aux éditions du CRAC. Est-ce que c'est ce livre qui a fait de vous une référence aujourd'hui en droit international Rwanda? Non, je ne crois pas. Je pense que Parce que vous êtes très connu au Rwanda aujourd'hui, hein. Vous êtes tout le temps cité au Rwanda comme étant l'un des experts africains en matière de droit international. oui, mais je dois dire que le Rwanda est en ce moment ce que fit le Bénin et la Côte d'Ivoire à un moment donné. C'est-à-dire que le pays se fait très attractif. Il y a une politique volontariste pour attirer le génie africain qui est mal utilisé ou pas bien compris ailleurs. Je pense que c'est un peu cela qui nous vaut beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'attraction au Rwanda. Merci pour cette clarification. Donc, je continue en disant que vous êtes également un diplomate de carrière. Alors, ayant succinctement présenté votre personne ainsi, est-ce qu'il y a des points importants que j'aurais oubliés? Non, pas du tout. Je pense d'ailleurs que je suis candidat de tout court. Je reste un enfant qui a grandi dans les quartiers populaires de Douala et puis qui connaît bien l'arrière-pays du Cameroun et qui a parcouru l'Afrique, qui a parcouru 3 continents. Donc, bon, en réalité, je suis un citoyen du monde. Je pense que c'est aussi simple que cela. Mais mes origines, mes racines les plus profondes, je les veux vraiment dans les quartiers, les souches populaires de Daïdo à Douala, où j'ai passé une enfance assez complexe, mais assez riche. Voilà. Professeur Chandan Tomé, aujourd'hui nous vous sollicitons afin d'être édifié sur plusieurs points, dont celui portant le code de nationalité camerounaise, en particulier sur une supposée dérogation faite à la femme d'origine camerounaise qui acquiert la nationalité étrangère par mariage. Avant de clarifier ce point, permettez-nous de profiter de ce moment que vous nous offrez pour prendre vos impressions sur une actualité majeure au Cameroun. Le déferrement de nombreux hauts fonctionnaires à la prison de Kondengui et les sénatoriales qui s'y sont tenues dimanche 25 mars dernier. Commençons par les sénatoriales, professeur Chandan Tomé. Alors, 5 partis, en plus, auront pris part au sénatorial de 2018, en comparaison au sénatorial de 2013. On sait que le parti, le MRC, l'AFP, et puis le parti Univers de M. Nkoumvando ont appelé au boycott de ces sénatoriales. Quel bilan tirez-vous de ces élections sénatoriales? Écoutez, franchement, je suis plutôt amusé qu'on en fasse même le sujet d'une belle chose qui, à mon avis, devrait être l'occasion d'un certain nombre de clarifications de se garantir sur des utilités. Le Sénat, c'est une utilité, et ces élections, à mon avis, elles sont sans objet. Vous savez que ça possède simplement de l'égoïsme. Ce n'est pas une histoire pour des pays pauvres, on n'en a pas besoin. C'est vraiment dommage. Au Cameroun, doit coûter quelques 50 milliards dans 5 ans, c'est une grosse bêtise. C'est que sans objet, je préfère ne pas même ça. Vous allez réunir un massif de personnes de RSP qui ont déjà suffisamment traumatisé les populations et le pays, taper dans les caisses, assassiner les institutions, pratiquer la démocratie, les personnes en réalité sans aucune légitimité et populaire à la rigueur. Alors vous les réunissez dans une chambre à qui vous donnez un peu d'argent par mois
pour conforter votre pouvoir. C'est un peu cela en Afrique, c'est pas bon, cette affaire-là. On n'a pas besoin de ça en réalité. C'est déplorable qu'on en soit encore là. Vous parlez de ça comme si c'était un danger dans le destin des peuples. Et on dit peut-être camerounais, comment se sent, monsieur. D'ailleurs, ça va susciter aucun intérêt populaire. Nous devons quand même, pour nos auditeurs qui nous suivent, faire bien entendre qu'il s'agit d'une élection qui n'est pas forcément une élection à suffrage direct, c'est une élection à suffrage indirect. Donc, si elle ne suscite pas un certain engouement populaire, ça peut se comprendre. Mais au-delà effectivement de ce qu'on a bien compris chez vous, qu'est l'inutilité de cette haute chambre qu'est le Sénat au Cameroun, est-ce qu'on pourrait, sachant que l'opposition camerounaise n'a pas pu s'entendre sur le boycott de ces élections, on a bien vu que d'autres partis tels que l'UNDP, le SDF, l'UDC ont bien pris part à ces élections. Est-ce que à travers ces différents sons de cloche dans une opposition camerounaise qui a besoin de se mettre ensemble si elle veut pouvoir un jour avoir sa chance d'être aux affaires, est-ce qu'on pourrait lire déjà ce que pourrait augurer l'idée d'une coalition de l'opposition camerounaise pour un candidat unique? Mais ce qui m'embête, c'est que vous raisonnez en restant exactement dans le même système, dans le même angle d'analyse politique que le contexte et le pouvoir qui l'impose. Oh, il faut transcender ça, laisser ces supplications sur une opposition, un candidat unique et tout ça, ça n'a aucun sens. L'enjeu majeur pour le destin du peuple camerounais aujourd'hui, ce n'est pas une élection, ce n'est pas un candidat, ce ne sont même pas des stratégies. C'est quoi donc? Attendez, nous avons une préoccupation qui est institutionnelle. Vous ne faites pas une élection dans le vide. D'accord. Monsieur. Il faut se battre aujourd'hui, il faut créer les conditions pour qu'on puisse effectivement doter le pays d'un cadre référentiel qui soit acceptable, qui soit consensuel pour tout le monde. Écoutez, monsieur Gassa, vous n'enverrez pas vos enfants dans l'obscurité pour lutter avec des types qui ont des couteaux derrière le dos ou qui en réalité ont creusé des trous partout où vous allez tomber, donc ça n'a aucun sens. Écoutez, le principe aujourd'hui en Afrique, c'est que si les détenteurs du pouvoir ne sont pas honnêtes, s'ils n'ont pas assez de recul pour se projeter dans la postérité, avec un jugement qui leur fasse une place dans la construction d'un destin acceptable, d'un bonheur pour leur peuple, il n'y a absolument pas d'issue, il n'y a pas de match, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien du tout. Alors, il y a deux choses. Soit vous profitez de la relative entremise qui existe entre les criminels de l'extérieur et des souffrances populaires pour glisser des revendications solides et créer un mouvement qui impose un nouveau rapport de force. À ce moment-là, on peut avancer très rapidement vers des institutions nouvelles, un cadre référentiel clair et transparent, acceptable. Soit vous mettez en place une machine révolutionnaire pratiquement qui, par la force, par l'émulation varie, change la nature du pouvoir. Mais ne parlez pas d'élection dans ce contexte-là, ça n'existe pas, c'est des conneries. Je vois des gens s'animer. Bien évidemment, ceux qui s'animent sont ce que je pourrais appeler des excroissances de notre système. En réalité, ils crédibilisent cette situation-là. Il n'y a pas d'enjeu électoral au Cameroun. Il y a un enjeu institutionnel clair. C'est-à-dire qu'on est dans un vide institutionnel complet. Il faut construire des institutions démocratiques crédibles qui permettent effectivement une compétition électorale transparente, qui permettent le déploiement de l'énergie, du génie des citoyennes et des citoyens, qui permettent effectivement que l'on ait des partis politiques qui concourent à l'accaparement du pouvoir à travers l'organisation, à travers des projets, ainsi de suite.
Alors, oui, pour ça, nous voulons quand même comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui peut bien expliquer que des gens qui sont tout aussi conscients que vous de l'absence des conditions électorales équitables, transparentes, malgré cela, restent, on va dire, entre guillemets, cautionnaires de ces élections. Qu'est-ce qui explique pour vous que ces mêmes partis qui aujourd'hui n'ont pas pris part au sénatorial ne se désistent pas demain aux élections, aux échéances municipales ou encore législatives et voire présidentielles qui arrivent? Qu'est-ce qui fait problème? Écoutez, pas du tout. Je pense que il faut bien se replacer dans le contexte des féodalités africaines et l'idée même, la notion de pouvoir chez l'Africain. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis 200 ans, 400 ans, même 500 ans. On est resté avec ce mouvement d'abord un peu patriarcal, vraiment féodal, ensuite 3, d'une autocratie, mais alors granitique. La plupart des bons hommes qui sont chef de parti depuis 90 n'ont pas changé de fusil d'épaule, ils ne demandent pas de ceux qui allaient le faire à leur tour. Je pense que davantage, ils en sont préoccupés par leur destin individuel. Ils ne mettent pas le Cameroun en avant. Eux non plus n'ont pas une conception du destin du peuple qui soit en réalité harmonisée à partir d'institutions crédibles, solides et pérennes. Et je pense que c'est ça. Ils voient leur âge, chacun veut prendre sa chance, il veut prévaloir, il veut se projeter en avant, mais en réalité, c'est tout sur le destin du Cameroun. Ils savent très bien qu'ils n'arriveront nulle part dans le contexte actuel. Ils savent ensuite que tout ce qu'ils risquent, c'est simplement quelques coups de fil leur disant de faire très attention. Ils savent ensuite que dans un contexte de transparence absolue, avec des institutions claires et des référentiels électoraux qui fassent l'objet d'un contrôle strict, ils n'emporteraient pas la légitimité populaire. Ça me paraît à peu près clair aujourd'hui. Donc, ne vous posez pas la question en termes de pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là au sénatorial, pourquoi alors ils diront au présidentiel, au législatif, en réalité le problème ne se pose même pas. Si le pouvoir lâche quelques postes dans les mairies, dans l'arrière-pays, quelques députés, attendez, les rondelles ne fait pas le printemps, monsieur. D'ailleurs, tout ce qui existe, comme, moi j'appellerais ça des tremplins, ou encore soit des strapontins destinés à des tremplins, dont l'objectif est en réalité d'assurer des tremplins. Qui est 10, 15 députés, 50 députés, ATD, SDF ou MRD ou UDC, ça ne changera pas la nature du pouvoir, en tant que ce sont des tolérances du pouvoir. Ce qu'on appelle l'État ici, ce qu'on appelle commission d'organisation des élections, en réalité, ça demeure un fusil dont la cachette est lourdement, entièrement contrôlée par les pouvoirs publics. Écoutez, si les gens sont effectivement des partis politiques, moi je ne suis pas chef du parti politique, monsieur Gassin. Si je crée un parti politique aujourd'hui, je vous assure, je ne laisserai pas dormir le gouvernement. Je ferai des manifestations tous les jours jusqu'à la mort. Alors il faut savoir, si vous prenez le risque, un parti politique est une machine destinée à la conquête du pouvoir. Ce n'est pas un truc à faire des discours, à faire des déclarations, monsieur. À la télévision parler, non. Attention. Vous créez un parti politique, la définition d'un parti politique, c'est un regroupement d'individus garantis d'une idéologie, d'un projet politique, dont le but ultime est la conquête du pouvoir, c'est-à-dire renverser le pouvoir qui est là à partir de moyens légaux, bien évidemment, mais des moyens révolutionnaires également. Attendez, la politique, c'est parfois la guerre, monsieur. C'est simplement la guerre reconvertie dans des politiques et des protocoles que l'on utilise institutionnellement. Mais pour créer un parti politique, vous faites des discours. Ça change quoi? Que le président passe avec son cortège tranquillement, décide seul, de quand est-ce qu'il
ans de conseil constitutionnel, 20-30 ans après une constitution, combien de personnes il va nommer dedans, alors qu'en réalité, on sait que la loi prévoyait la constitution que les partisans ne veulent pas son Sénat, l'Assemblée et tout. Donc vous êtes où qu'on décide qu'on fasse les sénatoriales? Attendez, monsieur. Ce sont des conseils municipaux dont les mandats sont terminés, qui votent un Sénat avec lequel ils vont travailler. Vous sortez d'où? Vous parlez des partis de position spécifique. On est dit, non, on ne s'arrêterait pas là. C'est pour vous dire, nous sommes dans une blague, monsieur. C'est une véritable blague. Il n'y a pas de parti politique, de leader politique, qui se définit comme tel, qui ont pris cet engagement, qui ont mis en place des machines, qui soient en mesure aujourd'hui, ou qui aient la volonté, ou qui aient le sacrifice suffisant, je dis bien l'esprit du sacrifice suffisant, pour s'engager à créer les conditions du renversement du rapport de force. C'est à mon sens ce que c'est qu'un parti politique. Ça n'existe pas ici. Ne parlez donc pas d'élection, ne parlez pas de transition dans ce contexte-là. Merci, professeur. Nous allons donc sortir de ce premier point par cette conclusion que vous venez de donner. On ne parle pas d'élection dans ce contexte-là. On n'a pas d'opposants véritables avec un esprit de sacrifice pour créer les conditions de renversement de rapport de force. Ce sera noté. Alors, professeur, on va passer à la deuxième partie de cet entretien, qu'elle est également consacrée à une actualité qui, d'ailleurs, jusqu'ici, continue à faire parler les médias. C'est cette actualité qui vous interpelle, parce que vous avez commis il y a quelque temps un livre, J'ai compris Yves-Michel Fosso, publié aux éditions Lamartan. Un livre, que dis-je d'ailleurs, un véritable plaidoyer de vous, visant à démontrer l'innocence de cet industriel incarcéré depuis 2010 à Kondengui. Alors, vous êtes-vous senti interpellé en tant que défenseur d'une des nombreuses victimes de l'opération Épervier, lorsque nombreux cadres et anciens ministres de la République ont récemment été écroués à la prison de Kondengui? Alors, écoutez, il faut une clarification. Je vous remercie. Il faut une clarification. Il faut bien il faut bien s'entendre. Il y a Michel Fosso, il y a les autres. Ensuite, il y a l'opération Épervier dans son principe même. Alors, si vous voulez, on commence par l'opération Épervier dans son principe. Bien sûr. Voilà. Dans tous les systèmes de gouvernance à travers le monde, il existe des leviers permettant de faire jouer les différents organes institutionnels pour atteindre des objectifs précis. Ça peut être des objectifs négatifs, ça peut être des objectifs positifs. Dans le même temps, il existe bien, aussi bien en régime parlementaire qu'en régime présidentiel, aussi bien dans le contexte de gouvernance démocratique que de gouvernance autocratique, il existe bien un pouvoir central, un individu qui est le chef d'orchestre. C'est clair. Dans le cas du canon, il faut que nous nous le disions, nous avons assisté à un certain dépérissement des valeurs, qui a une dépravation complète, à une dénaturalisation de ce qu'on peut appeler d'ailleurs la gestion de la tête publique au Cameroun. C'est allé lentement, mais ça allait sûrement. Ça a d'ailleurs été encouragé, accompagné, et je dirais même institutionnalisé à un moment donné. Mais simplement, attention, monsieur, il ne faut pas confondre le fait du prince avec la faute du prince. D'accord. La faute du prince avec la faute des serviteurs du prince. La faute des serviteurs du prince avec la faute de ceux qui jouissent des fruits des fautes des serviteurs du prince. Il faut faire une très grande différence. Le Cameroun a été à un moment donné déclaré premier pays corrompu de la planète. En tout cas, je reviens ici pour atténuer quand même ces classifications qui relèvent la plupart du temps également du chantage. On ne peut pas déclarer un pays aujourd'hui premier pays corrompu de la planète. 2 ans seulement plus tard, on déclare que ce pays est tombé 7e ou 9e. Il y a même beaucoup d'argent sont passés sur la gare. J'en reste beaucoup de ces ONG méritent de réputation sulfureuse.
Tout à fait. L'article 76, la Constitution n'a jamais été mise en application, avec tous les regrets que les Camerounais pourraient avoir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, attendez, on mettait l'article 66 en application, qui permettait en réalité de foutre une bonne partie des gens, la moitié de l'application camerounaise en prison, la moitié des élus en prison. Et puis, on décide qu'on va arrêter telle autre personne. Alors, je vais vous dire, il y a une double dimension dans l'opération interdite, une triple dimension même. La première est purement institutionnelle et technique. La deuxième est politique et diplomatique. La troisième est psychologique. Institutionnelle et technique. Dans l'agencement des organes et des démembrements de l'État, il y a même ce qu'on appelle le contrôle supérieur de l'État. Oui. Il existe partout. On a même créé finalement les chambres de compte, ainsi de suite. Sauf qu'en réalité, les missions du contrôle supérieur de l'État sont très discrétionnaires. On peut décider de l'envoyer chez Tata aujourd'hui, de l'envoyer chez Tartampion, de l'envoyer chez Alpha, et de ne pas l'envoyer chez Sata, chez Duel. Donc, en réalité, il y a une main qui décide qu'aujourd'hui, c'est bon, on va là-bas. Alors, une fois que ces rapports sont faits, les rapports sont destinés directement au chef de l'État tout seul. Quand il prend les rapports, lui seul peut décider, bon, il a volé comme ça. Écoutez, c'est indéniable, laissez-moi ça là. Alors, il y a comme ça au moins 500 rapports stockés à la présidence de la République. Au bas mot, 500. Au bas mot. D'accord. Au bas mot. Au bas mot. Alors, il est revenu au chef de l'État. Donc, on lui semble que là, agissant en vertu des pouvoirs constitutionnels qui sont discrétionnaires et souverains, de décider ce qu'il en fait en réalité. Quand est-ce qu'il en fait quelque chose et comment il en fait quelque chose. D'accord. Bien évidemment, ici nous nous situons aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, au Sénégal, avec l'affaire Alifa, et ainsi de suite, ou encore au Congo, et ailleurs, au Congo, dans la ville. Vous vous rendrez compte que les détenteurs du pouvoir suprême actionnent en réalité les fautes et les sanctions en fonction d'objectifs politiques dont ils sont seuls maîtres de l'interprétation. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est la dimension purement technique. Maintenant, la dimension politique et diplomatique. Il est clair, attendez, un pays vit et fonctionne sur un certain nombre d'échéances. Ces échéances sont dictées explicitement ou implicitement par l'état de l'opinion publique. Et l'état de l'opinion publique est conditionné par l'état des affaires. L'ensemble des paramètres qui déterminent le niveau du bonheur collectif. Lorsque celui-ci est mauvais, lorsque celui-ci se traduit par énormément de récriminations, de regrets et de contestations, la clé de voûte institutionnelle peut décider d'actionner ce qu'il considère comme des fautes de personnalité publique pour contenter l'opinion, pour montrer qu'il reprend de la main. Il peut le faire également lorsqu'ils sont en réalité que quelques individus gagnent en légitimité, en popularité, ou que ces individus montrent un trop grand intérêt pour une succession éventuelle au sommet de l'État. Ça, c'est politiquement. Diplomatiquement, il peut être interpellé explicitement ou implicitement sur l'état de son pays, sur le comportement des gens, sur la crédibilité de son pays, et décider à ce moment-là de satisfaire quelques exigences externes en s'acharnant sur quelques individus devenus compétiteurs. Au plan psychologique, il est clair que dans la gestion du pouvoir, il y a une dimension psychologique importante. D'abord pour les détenteurs du pouvoir, ensuite pour ceux qui ne sont pas détenteurs du pouvoir,
s'entretenir. Cet équilibre doit constamment être à l'avantage du détenteur de pouvoir. Il doit être en mesure, à chaque moment donné, de montrer qu'il est le chef, qu'il peut faire de vous ce qu'il veut. On m'a dit, si bien, et on le lui a reproché, un ministre camerounais, d'ailleurs quelqu'un pour qui j'ai un immense respect, parce que c'est un brillant sujet, il a dit, nous sommes les esclaves du président, nous sommes sa fabrication, nous ne sommes rien sans lui. Le professeur Famundongo, pour ne pas le citer. Hein? Je dis le professeur Famundongo, pour ne pas le citer. Bah, oui, attendez, si vous voulez. Non, c'est pour nos auditeurs, hein, c'est pour nos auditeurs quand même. Comme un soldat. Et maintenant, ça, voilà la critique en ce qui concerne l'opération interviéteur, on les comprend très bien. Voilà la critique. Maintenant, parlons du cas de M. Michel Fosso. Je pense qu'il a, lui d'ailleurs, fait pas un livre, mais 3. D'accord. Il essaie de tourner pour expliquer aux gens, en réalité, ce que moi j'avais pas compris. J'ai été pris dans une situation, il m'en a même montré, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être pour rien. Attendez, mais lorsque je suis rendu compte, et là, je vous dis, je suis prêt à donner ma main à couper, ce monsieur n'a fait que service en pays, et peut-être même trop naïvement. On m'a dit, attendez, beaucoup de gens ne connaissent pas aujourd'hui. En 2010, quand Michel Fosso a été appelé, il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. C'est fabriqué après, monsieur. C'est le juge, Benjamin Gadou-Pascal. Qui a été démis d'ailleurs, qui a d'ailleurs été démis de ses fonctions. Hein. Venez, je vous donne les éléments. Et vous savez très bien ce qui s'est passé. Ça a donné rien du tout. Oui, et d'ailleurs, il a... On parle de toute condamnation à vie. Attendez, oui. La condamnation, c'est que Michel Fosso ne s'est pas présenté au tribunal. On a estimé que c'était un outrage au magistrat, mais c'était quand même trop fort. Et même au niveau... parce qu'il y a alors, ça permettait de revenir d'ailleurs en arrière pour vous parler de comment est-ce qu'on enclenche la machine parfois contre des individus qui peuvent être innocents, qui relèvent d'ailleurs du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et Michel Fosso parle de la caméra, pas parce qu'il a voulu, pas parce qu'il a détourné un franc, monsieur. Il faut le savoir, c'est extrêmement important, les gens ne le savent pas. C'est que les assurances des avions sont terminées depuis un mois. Régulièrement, il a souvent avancé son argent à la place du gouvernement, monsieur. D'accord. Il a écrit, les assureurs ont écrit, vous dit attention, nous, on ne vous couvre plus. Michel Fosso a écrit à plusieurs reprises au secrétaire général, à plusieurs reprises, qui est M. de Barras, pour dire écoutez, moi, vraiment, je ne vais plus payer cette fois-ci, il faut couvrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des instructions à tous ces pilotes de s'arrêter à minuit, partout où ils se trouvent, et de ne pas bouger les avions. Vous avez donc des passagers bloqués à Paris, à Kinshasa, à Abidjan, à Dakar, à Jeddah. Ça fait grand bruit tout un week-end. Alors, M. Moutara va voir le chef de l'État et lui dit Fosso commence à utiliser la caméra, à considérer la caméra comme une affaire personnelle. Il s'en fout de tout ce qu'on peut dire. Voilà, c'est pour ça que les avions sont bloqués. Il dit pas la vérité au président. Voilà comment Michel Fosso parle de la caméra. Et le lundi qui suit, il débloque 20, il débloque. Il fait débloquer par le ministre des Finances 20 milliards. D'accord. Pour lancer la caméra, pour payer les assurances et tout. Voilà comment Michel Fosso parle de la caméra. C'est le seul directeur général, l'administrateur directeur général, qui a fait voler 8 avions en même temps. La caméra n'avait jamais eu 8 avions, monsieur. 8 avions ont volé en même temps. Il fait passer la dette de 78 à 64 milliards en 3 ans. Il n'a pas pris un seul euro de la caméra, pas une seule ligne. Je regrette, je ne le fais pas avec zèle, je le fais sur la base de documents qui existent, tout le monde le sait. Et Michel Fosso n'est pas en prison parce qu'il a volé, je regrette. Et Michel Fosso est en prison pour avoir trop bien servi le Cameroun. D'ailleurs, on lui reconnaît, le chef de l'État le lui reconnaît. Je dois dire ici que faut y a continué du panier qui avait considéré objectivement comme un fils, au regard de l'amitié qu'il avait le père. Qu'ils ont toujours entretenu, qui n'a pas changé d'ailleurs. Ça, je peux vous le révéler. Mais simplement, bien évidemment, il y a d'autres paramètres, n'est-ce pas,
sont bien évidemment liées à des relations personnelles avec d'autres sociétés de la République qui sont entrées en jeu dans ce contexte-là. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Oui. C'est l'actualité immédiate. À propos des personnalités, comme vous êtes en train de me parler. Il y a tout un débat qui a été engagé au Cameroun sur pourquoi est-ce qu'en réalité, ce ne sont que des petits en majorité qui sont en prison. Je dois bien dire ici que, objectivement, en tant que Camerounais, je me sens interpellé. Et je pense que vous, où que vous soyez à l'étranger, vous devez vous sentir également interpellé. C'est que l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie a fait est extrêmement grave. Sur le plan moral, ça ruine notre crédibilité. Voilà, on va nous traiter comme un pays où, en fait, de l'arbre qui s'enfuit à petites pattes. Je dis bien à petites pattes parce qu'on leur a quatre Nigeria à côté, c'est même pas 10 km. Donc, vraiment, je pense que c'est très embêtant. Et pour vous dire ensuite que moi, personnellement, je me sens interpellé par cette situation, parce que ça laisse penser que nous sommes assis sur une poudrière, c'est-à-dire qu'en réalité, le pays est pourri. S'il y a autant de personnalités, tout un gouvernement, des premiers ministres, des secrétaires généraux, d'anciens directeurs généraux en prison, il ne faut pas fêter ça, monsieur, je regrette. Je dis toujours à ceux qui font ça, que c'est extrêmement dangereux. Là encore, le chef de l'État reste le seul maître du programme de l'agenda. Ce qui est malheureux dans un contexte où on aurait voulu en réalité qu'il y ait une compétition politique qui s'explique et qu'on comprenne où on va. Malheureusement, le système est comme il est. Ce qu'on appelle parti politique n'a rien foutu et ne font rien. Ils ne font pas leur boulot. Maintenant, sur l'origine ethnique des personnes qui sont interpellées, je pense que j'ai lu avec beaucoup d'admiration l'analyse de notre compatriote Ringo Sota, qui généralement écrit des très très bonnes choses. D'accord. Qui a dit exactement ceci. Ah, moi maintenant je suis pour le fédéralisme parce que si un fédéralisme fédéral, il n'y aurait pas autant de petits responsables en même temps. Bon, d'accord. Non, c'est une erreur. Il faut en revenir à une compréhension équilibrée de la société. Je pense que dans le contexte actuel, nous, on a dit depuis longtemps, on a dit dans la tenue qui défend les adultes, qui... Alors, j'ai toujours dit, vous ne pouvez pas, dans un pays comme celui-ci, gérer de manière aussi sectaire, aussi visible. Nous avons parfois dans la presse officielle, vous pouvez avoir une désignation le même jour, publié officiellement dans la presse, avec peut-être des parfois 10 qui sont têtes. Il y a un problème. C'est à ce moment-là qu'il fallait s'émouvoir. C'est un temps, c'est une erreur terrible. Et beaucoup de personnes se sont comportées de manière à croire qu'ils étaient actifs, qu'ils étaient en fait impunis. Vous vous souvenez, dans les années 90, entre 84 et 90, on disait les nouveaux hommes d'affaires. Ça avait permis à quelques individus de devenir les chefs de l'État des idées de banque. Certains se sont enfuis comme je l'ai dit ici. C'est un tort. Mais je reviens pour rabaisser tout ça et sans doute mettre un peu de bombe en disant ce jour-là qui a cité aujourd'hui, tous Yadar, les bêtises ne sont pas les seuls voleurs, bien évidemment, c'est vrai, messieurs. Nous sommes dans un contexte de dépravation avancée et généralisée. C'est tout le monde qui est un peu impliqué. Ce qu'on appelle la haute administration, c'est une excellente chimère. Peut-être parce que les individus se sont comportés de manière très ostentatoire dans leur gourmandise. Mais c'est tout le pays qui pourri, monsieur. Je pense qu'on en est là. Faut pas, je ne suppose pas qu'on ait imprimé toutes les régions ou qu'on intègre une communauté. Non, pas du tout. Malheureusement, la manière dont nous avons géré ici, le libertinage que l'on a fait apparaître dans certains discours, on fait croire à quelques individus qu'ils étaient devenus impunis. Le tout a lié à des réseaux villageois absolument obscurantistes qui, comme je vous l'ai dit, en une journée peut vous donner 20 personnes et 20 personnes du village à des postes de responsabilité.
Mais il faut bien qu'au moment de la sanction qui le répond de monsieur, l'opinion va répondre à leur place. Effectivement, on ne peut pas non plus construire un pays sur des récriminations ethniques, sur la vengeance et sur des procès interminables. C'est une erreur, monsieur. C'est une erreur. Les arrestations ne résoudront aucun problème. On a retenu que, pour vous, l'opération dite Épervier est une opération à tête chercheuse. On a bien retenu que Yves Michel Futso est aujourd'hui incarcéré à tort. On apprend aussi avec vous que au Cameroun, il n'y a pas que les bétiques qui sont des voleurs, que c'est tout le Cameroun qui est malade. Merci pour ces éclairages. Nous allons donc passer à la dernière partie de cet entretien, parce que vous avez presque répondu à toutes les autres questions. Alors, la dernière partie est consacrée à un élément de droit, je dois vous dire, qui fait beaucoup couler d'encre sur les réseaux sociaux. Alors, professeur Chandan Domé, est-ce que vous pouvez, déjà dans un premier temps, très sommairement nous éclairer sur ce code de la nationalité camerounaise?